J'ai choisi le sujet. J'ai choisi le sujet pour cette rencontre de ce soir, mes retrouvailles avec l'Ukraine, mais c'était aussi pour mes retrouvailles avec vous tous, parce que ça fait déjà presque 3 mois non, 3 mois c'est sûr, hein, qu'on ne s'est pas vu depuis le dernier webinaire. Et cela m'a beaucoup manqué. Cela m'a manqué de ne pas pouvoir vous parler de l'Ukraine. Et donc, je pense que ces retrouvailles avec l'Ukraine, c'est un sujet qui va vous intéresser parce que je vais parler de la situation en Ukraine et comment je vois mon pays après 18 mois de séparation. D'accord. Hop. Il y a quelqu'un qui veut rejoindre, ça ne marche pas. Voilà, très bien. Bon, donc, je suis rentrée en Ukraine en juillet et je pense que c'était un moment très bien choisi pour rentrer. Ma ville natale, Lviv, et l'Ukraine en général, étaient verts, colorés, pleines de fleurs et de soleil en ce moment-là. J'avais pensé que cela aurait été moins difficile de m'adapter, me réadapter, de vivre chez moi, mais c'était quand même pas facile. Cela m'a pris au moins 2 semaines de reprendre mes repères à la maison, de reprendre mes connexions, mes relations avec mes amis, mes proches et ma famille. C'était pas facile de s'adapter à ce nouveau rythme en Ukraine. Et surtout, ce n'était pas facile de laisser Paris derrière et la France aussi. Mais je dois dire que en arrivant chez moi en Ukraine et surtout dans ma ville natale à Lviv, je n'ai pas remarqué beaucoup de changements au début. Je suis allée bien sûr au centre-ville et j'ai décidé d'y aller toute seule, me balader à pied pour revoir toutes les petites ruelles, les rues, les places, les parcs, mon université, mon ancien travail. Et c'était très agréable. Hein? Et j'ai remarqué que la ville vit. Il y a beaucoup de vie en Ukraine. S'il n'y avait pas d'alerte, je suis sûre qu'on aurait pu oublier qu'il y a la guerre très loin. Il y a beaucoup de personnes qui se promènent. Il y a beaucoup d'enfants qui rient. Il y a beaucoup de voitures qui circulent et se déplacent dans la ville. Surtout au centre-ville, dans la place Carrée, qui s'appelle aussi la place du marché. Il y a beaucoup de restaurants qui sont ouverts. Il y a beaucoup de musiciens et de groupes de musiciens qui jouent maintenant beaucoup de chansons, de morceaux patriotiques surtout et folkloriques. Pourtant, il y a quand même des signes de guerre qu'on voit. Quand vous vous baladez à Lviv, je veux dire que c'est la ville qui se trouve loin de la ligne du front, mais qui est quand même attaquée régulièrement par l'armée russe et les Russes en général. On est loin, mais on voit aussi beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui portent des tenues militaires. Ça te fait tout de suite penser que c'est la guerre. Il y a aussi le fait de voir partout des voitures, des véhicules militaires avec des plaques d'immatriculation, souvent de l'Europe. Ce qui fait penser que le monde est avec nous et que nous ne sommes pas seuls. On voit aussi souvent, et ça fait vraiment très, très mal, ça fait très mal de voir des cérémonies funéraires quand on passe devant les églises. Et ça se passe assez régulièrement, ce qui veut dire aussi que la guerre est horrible et elle a lieu tous les jours, dans tous les moments, à toutes les secondes. Qu'est-ce que j'ai remarqué quand je suis rentrée en Ukraine? Bien sûr,
J'ai posé cette question aussi à mes amis et tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est mon point de vue subjectif basé sur ma propre expérience et l'expérience de mes amis et de mes proches. Comment la guerre a changé l'Ukraine? Tout d'abord, aujourd'hui, on ne peut rien prévoir. On ne peut rien programmer. On peut, mais c'est pas évident que la journée va se passer comme tu le veux et surtout comme tu le vois le soir, la veille. Tout dépend des alertes. Et là, c'était quelque chose à quoi je m'adaptais pendant une petite semaine. Au début de la guerre, je me rappelle très bien de ces 3 premières journées que j'ai passées un peu chez moi, chez mes proches dans les Carpates et puis en partant de l'Ukraine. Je me rappelle qu'on ne comprenait rien qui se passait. On ne savait rien qui se passait. On n'avait pas assez d'informations. On n'était pas prévenus. Il y avait l'alerte, ça hurlait dehors, mais qu'est-ce que cela voulait dire? On ne comprenait pas. Bien sûr, moi, suite à des films que j'avais vus de la Deuxième Guerre mondiale et Première Guerre mondiale, les livres que j'avais lus avant, j'avais une image de la guerre terrible et j'avais pensé, dès qu'il y a alerte dehors, quelque chose va tomber sur moi, soit à côté, soit sur ma maison. Et justement, quelques semaines plus tard, je pense que c'était en mars, on a tous installé le réseau qui s'appelle Telegram. Et là, on a maintenant toute l'information nécessaire pour vivre en Ukraine. Ça veut dire, par exemple, je me réveille le matin, alerte, ça hurle dehors, je prends mon téléphone et je regarde. Dans la chaîne Telegram, je reçois le message. Ce sont les militaires qui sont dans direction au département antiaérienne. Ils disent, il y a des missiles qui sortent de la mer Noire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un peu de temps pour aller te cacher et c'est important d'aller se cacher dans l'abri, dans une cave, un parking ou un abri anti-bombe. Si c'est par exemple le MiG, c'est un grand avion qui peut porter environ 4 ou même 6 missiles Kinjal, des missiles qui arrivent très rapidement, donc on n'aura pas beaucoup de temps. Mais depuis 24 février 2022, les MiG, quand c'est les MiG qui décollent très loin de l'Ukraine, c'est à 1700, 2000 et même 4000 kilomètres, dès qu'ils décollent dans les aéroports, chez nous, on a alerte. Pourquoi? Parce que au cas où ils lancent les missiles, c'est très rapide. Mais depuis le début de la guerre, on n'avait pas de cas que les missiles étaient lancés. Donc nous, les Ukrainiens, quand on voit le MiG dans la chaîne Telegram, ça veut dire que c'est une alerte plutôt sécure. Ce n'est pas dangereux. On continue de travailler, les magasins sont ouverts, dans les écoles, les enfants quand même descendent toujours à toutes les alertes dans les abris pour se cacher. Mais c'était un peu la réalité ou ce nouveau rythme de vie que j'avais appris. Quand tu entends l'alerte, tu découvres quel type d'alerte se passe en ce moment-là. Avant, je téléphonais à mon mari, je disais, qu'est-ce que je fais? Je me cache ou je ne me cache pas? Je descends pas. Je cherche un parking ou c'est juste le MiG qui vient de décoller très loin de chez nous et peut-être c'est juste pour se déplacer ou changer le local où il est souvent stocké. Tout dépend des alertes. Très souvent, les Russes lancent des missiles et ils font tout pour que les alertes hurlent. Très souvent, c'est entre 3 heures du matin et 5 heures du matin. Très souvent. Donc, la nuit, on a toujours un des deux, c'est-à-dire soit moi, soit mon mari, qui contrôle la chaîne Telegram pour savoir si c'est très dangereux, peu dangereux, pas dangereux. C'est vraiment toujours dangereux, mais quand tu vis dans la guerre pendant 18 mois, mon mari m'a dit, il faut quand même faire un tri. Parce que sinon, tu peux t'épuiser émotionnellement et physiquement.
Donc, dans la nuit, c'est pas facile parce que c'est souvent les heures où tu es le plus énervé parce qu'on te réveille au milieu de la nuit. Tu veux dormir normalement, te reposer, mais tu ne peux pas. Et dans la chaîne Telegram, on reçoit par exemple que les missiles sont lancés de la mer Noire. Ils traversent la région du sud, du centre, ils arrivent vers l'ouest. Et dès qu'on a le message, les missiles ont traversé la région de Khmelnytsky et arrivent à Ternopil. Ternopil, c'est la région à côté de la région de Lviv. C'est sûr qu'il faut descendre. Donc, on s'habille, on prend les vêtements, on prend de l'eau, quelque chose à grignoter, on ne sait jamais combien de temps va durer l'alerte, et des documents, bien sûr, et on descend dans un abri pour être quand même protégé. Heureusement, je n'ai pas eu beaucoup de nuits comme ça. Mais les premières, c'était vraiment les nuits auxquelles il fallait s'adapter. Tout dépend des alertes aussi, parce que le matin, quand tu te réveilles après une nuit très courte, tout le monde comprend. Et très souvent, si tu as des rendez-vous ou des réunions ou beaucoup de travail, tout se reporte un peu plus tard et on travaille un peu plus le soir. Mes amis m'ont dit que ces alertes-là, au début, c'était quelque chose qui nous énervait, mais maintenant on a changé. On a vraiment changé notre vision envers les alertes. On est souvent reconnaissant parce que les militaires qui travaillent dans les départements de cette division anti-aérienne, ce sont vraiment des héros parce que eux, ils tirent dessus les drones, les missiles pour que ça n'arrive jamais aux cibles, pour que ça n'atteint jamais le cible. Et c'est un travail, moi je trouve, titanique. Donc, c'est très intéressant de se mettre dans cette situation et de comprendre maintenant que alerte, tu t'énerves pas contre cette alerte, mais tu t'énerves toujours contre les Russes qui la provoquent. Donc, le rythme, maintenant, on est quand même très compétent. On est quand même très compétent en tout ce qui concerne les termes des armes. Donc, on connaît beaucoup de noms, de termes et de vocabulaire militaire. Ça, c'est aussi un changement. Avant, par exemple, moi, je ne connaissais mais rien du tout ce qui concernait le domaine de l'armée, des militaires, des guerres. Maintenant, on est tous très compétents. Et là, je vais parler un peu de la catégorie d'âge adolescents et enfants. Ben, vous imaginez que le jeu préféré des enfants maintenant, c'est la guerre. Et c'est la guerre contre un ennemi très connu et contre un ennemi unique pour tous les enfants ukrainiens. Et même Ostap, qui n'a pas vécu ces 18 mois en Ukraine, en arrivant en Ukraine, quelques semaines plus tard, je l'ai entendu sur le terrain de jeu. Il faisait une base militaire pour protéger, je sais pas, les voitures, les petites voitures contre les Russes qui allaient les attaquer. C'est triste parce que je pense que ce sont vraiment les enfants de guerre. Mon grand-père, à l'époque, il avait même un document il était un enfant de guerre. Et maintenant, j'ai un enfant de guerre. Ça n'avait pas de sens à l'époque pour moi, mais ça a beaucoup de sens maintenant. En ce qui concerne les Ukrainiens, qu'est-ce qui nous a aussi, qu'est-ce qui a changé? Le travail et le budget mensuel. Parce que dès le début de la guerre, le budget mensuel je parle encore une fois de mes amis et de mon entourage, il y avait à peu près 30 ou 40% du budget mensuel qui était envoyé vers les fonds humanitaires pour financer les achats de l'équipement, des vêtements militaires et surtout des armes, type des drones ou bien des lunettes de protection ou bien des choses, les voitures, surtout beaucoup de véhicules. On donnait 30-40% de notre revenu à nos amis, à nos familles qui sont à la guerre jusqu'à maintenant. Bien sûr que le pourcent de ces dons a beaucoup baissé. Pourquoi? Les Ukrainiens,
je pense que c'est un peu, peut-être vous aussi, je suis pas sûre, j'ai jamais parlé de l'argent avec les Français, c'est un thème tabou avant, mais maintenant il faut peut-être que je pose cette question. Mais je dois dire qu'en Ukraine, le revenu familial mensuel, c'est les charges, les aliments, quelques vêtements peut-être, les dépenses pour l'enfant, type les danses, les chants, la musique, etc. Et on mettait toujours quelque chose de côté. Je pense que c'est aussi un peu mental de mettre quelque chose de côté pour cette journée noire, comme disaient nos grands-parents. Et donc cette journée noire, peut-être elle est arrivée, c'est pourquoi au début de la guerre, on avait quand même un petit tirelire d'où on tirait pour aider l'armée. Cela a beaucoup baissé, mais cela reste quand même très commun entre nous, mes amis et ma famille, de donner toujours quelque chose pour l'armée. Parce que je pense qu'il n'y a aucune personne qui n'a personne à la guerre. Il y a chaque famille, chaque couple que je connais, tous mes amis ont une personne au moins qui est à la guerre. Et pour cette personne, on donne toujours quelque chose de notre revenu pour aider d'acheter des choses. Au travail, il y a aussi ce qui est changé, et c'est un peu une règle commune pour toutes les entreprises et les sociétés et les établissements aussi d'État, que les gens vont souvent en vacances non payées et il n'y a pas de grève, personne ne proteste, ne dit non, je ne vais pas y aller. Tout le monde comprend que dans cet état de guerre, il faut quand même faire tout son possible pour que l'entreprise et le bureau survivent ces temps assez sombres pour l'Ukraine. Une chose qui m'a aussi peut-être étonnée, c'est le couvre-feu. Mais c'est une chose qui nous plaît, franchement. Maintenant, après minuit, la ville est calme. Il n'y a personne, pas de voiture, pas de gens, pas de fêtes, pas de cris. Tout est calme. On peut dormir calmement. Le couvre-feu est fait pour protéger la ville la nuit surtout et pour que ça soit plus facile de trouver des personnes qui veulent faire peut-être quelque chose de mal. Et c'est vraiment le cas. Parce que la nuit, on peut voir juste les voitures des polices. Et nous, on pense déjà que peut-être il faut quand même garder ce couvre-feu. C'est pas mal comme ça. Parce que le taux de criminalité ou de délinquance en Ukraine, à partir de 24 février 2022, n'a pas augmenté, ce qui était vraiment étonnant pour moi, parce que dans ma tête, encore une fois, après les films ou les livres, j'avais pensé aux gens qui vont venir chez moi, ouvrir la porte, prendre ce qu'ils veulent avec des armes et tout. Tout était assez disponible au moment du début de la guerre. Mais non, c'était un peu au contraire. Et on a dit une blague que peut-être même les criminels sont vraiment les patriotes et ils veulent pas faire des bêtises envers leur peuple et leurs compatriotes aussi. Je trouve que on a encore une fois compris que les Ukrainiens, c'est vraiment les gens qui vivent exerçant une vraie démocratie. Pourquoi? Parce que dans la ville, à Lviv, et même dans les autres villes, même à Dnipro, même à Kyiv, les grandes villes au centre de l'Ukraine aussi, vous n'allez pas voir beaucoup de militaires ou de police qui peuvent vous approcher, demander des documents ou bien surveiller. Vous voyez pas cela. Franchement, si vous venez en Ukraine, s'il n'y a pas d'alerte, on a vraiment l'impression, ici, chez nous, à Lviv, que la guerre est très loin ou bien elle n'existe pas. Il faut vraiment, pour moi, c'est un signe que la population, que les citadins sont responsables. Et je trouve que c'est aussi le signe que nous sommes
nous sommes vraiment d'une démocratie très démocrate, comment dire, parce que ça dépend de la population et du peuple. Et ça me réjouit énormément. Au moment de la guerre, on peut vraiment montrer l'autre côté de nous, oui, parce que c'est le stress, c'est la peur. Et tout ce que j'ai vu dans ma ville natale m'a plu. Il y a aussi cette sorte de responsabilité. Je trouve que tout le monde a compris que l'Ukraine, en gros, la ville, Lviv par exemple, pour moi, c'est un peu comme ma maison. Ce n'est pas quelque part dehors, à l'extérieur, non, c'est quelque part à l'intérieur, c'est chez moi. C'est pourquoi je trouve que les gens vraiment prennent soin de leur ville et respectent tout ce qui est dans leur ville. Quelque chose qui ne m'a pas plu, par exemple, c'est cette petite festivité. Quand tu vas, par exemple, au centre-ville, vendredi, samedi, dimanche, tu vois beaucoup de personnes qui sont dans les restaurants et qui sourient, qui peut-être chantent pas, mais ils sont en bonne humeur. Et là, ça fait un peu... Ah, ça met un peu les émotions inviguées, ouais, je dirais, parce que d'un côté, tu comprends que les gens doivent se reposer, doivent peut-être oublier un peu pour ne pas devenir fou. Mais de l'autre côté, tu penses, moi, je n'ose pas faire cela. Et ce que j'ai remarqué aussi entre mes amis et ma famille, on n'a pas fait de grandes fêtes, ou bien, même si c'est l'anniversaire, c'est souvent calme, c'est souvent sans trop de gaieté, parce qu'il y a toujours cette arrière-pensée que c'est la guerre. Et ce qui me fait aussi penser que nous perdons les meilleurs très jeunes, une génération qui aurait pu construire, reconstruire et faire cette Ukraine encore meilleure, donner beaucoup de nouveautés, apporter beaucoup dans la science, dans l'art, dans la politique, partout. Mais malheureusement, ils doivent partir et malheureusement donner leur vie pour que l'Ukraine existe. Et là, quand je suis au centre-ville et je vois ces gens qui s'amusent, je pense aussi donner leur vie pour que vous vous amusiez ce soir. Et ça fait parfois mal. Oui, ça fait parfois mal et ça met parfois une petite graine de l'agression ou de l'énervement même. Mais je me dis toujours, peut-être ils ont besoin, on ne sait jamais l'histoire de ces gens qui font la fête ce soir. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Que il y a beaucoup, et ça c'est très important et très bien, depuis février 2022, il y a beaucoup de médias, disons, de chaînes YouTube, podcasts, livres, cours pour travailler la santé mentale, pour travailler les problèmes psychiques. Il y a énormément de choses en ligne faites par les Ukrainiens, pour les Ukrainiens et en ukrainien. Et je suis très contente parce que tout ce produit est de très bonne qualité. Et je trouve que la guerre, elle est terrible et on aurait pu l'éviter. Mais je pense que ce qu'elle apporte en deuxième plan, c'est très précieux. C'est vraiment ce fait que la génération des adolescents et des petits ne se pose même pas la question qui ils sont, quelle est leur langue, quel est leur hymne national, qui sont les héros pour eux. Ça, c'est très clair et net maintenant. On ne devrait pas l'expliquer même. Moi, je pense que eux, ils peuvent nous le dire mieux. Ce que je voulais ajouter encore, c'est les idées des générations différentes. Par exemple, j'ai interrogé un petit peu les personnes 70 ans et plus, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup vu, beaucoup vécu. Leur humeur n'est pas si
joyeux que l'humeur de la génération 30-40. Oui, eux, ils sont beaucoup plus tristes parce que leur expérience de vie n'est pas la même que la nôtre. Ils ont beaucoup de peur, surtout cette peur d'être trahis, surtout cette peur d'être délaissés comme ça à mi-chemin, surtout cette peur d'être envahis ou peut-être de devenir la zone grise utilisée par les uns et les autres, mais cette zone qui ne sera jamais un vrai pays. Ça, c'est la génération 70 et plus. Donc, je répète encore une fois que les petits, les jeunes, les adultes entre 30 et 40 n'ont pas du tout ce point de vue. Il y a aussi la peur que nous avons vraiment perdu une couche sociale très active, très correcte, très importante pour la population en général et pour le développement de notre pays dans le futur. Mais nous encore, moi je pense que je suis jeune, donc je dis nous les jeunes, on est beaucoup plus motivés, on est beaucoup plus enthousiasmés, encouragés. On a vraiment cette idée que tout sera bien. Et j'ai posé la question à mes amis, est-ce que tu crois à la victoire? Tout le monde me regardait, bien sûr que oui. C'est pas possible de ne pas croire. En plus, à quoi bon tout ça, tout ce qui se passe? C'est impossible. On a déjà gagné. Moi, je disais cela et je le dis, je le répète encore. On a déjà gagné parce que nous sommes ensemble, unis, beaucoup plus qu'on était avant. Le monde entier nous connaît. Le monde entier nous soutient. Le monde entier est avec nous. Nous, on est avec le monde entier. Et nous, on voit notre futur avec le monde entier. Et la phrase que je voulais dire, peut-être pour terminer et pour passer aux questions, le slogan « Sans lumière, sans chauffage, sans l'eau, sans l'électricité, mais sans les Russes. » Sans les Russes. Ça, c'est le plus important pour nous et pour notre population en ce moment-là. Je pense que l'Ukraine, nous, on croit à la victoire parce que on ne peut pas rater cette chance, la chance donnée à l'Ukraine au moment de cette guerre. Parce que c'est la chance de se séparer définitivement de la Russie, montrer la vraie face, le vrai visage de la Russie, de se séparer de cette, ok, je choisis le mot correct, de se séparer de notre voisin de l'Est pour revenir vers nos racines à l'Ouest, revenir vers nos racines en Europe, où on appartenait. Et où est notre place? La place des Ukrainiens. Voilà ce que je voulais vous présenter par rapport au changement. Je suis sûre que vous avez peut-être des questions. Si vous voulez poser des questions par rapport à la vie en Ukraine, je suis là pour répondre à ces questions. Tu travailles actuellement, Ania? Moi, bon, non. J'ai quitté mon travail. Pourquoi? Je pense que j'étais trop inspirée par la vie en France, par la vie des Français, par l'art de vivre en France. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais nous, on travaille pas comme vous et ça veut dire que il n'y a pas cet équilibre entre le travail et la famille. Oui. J'ai quitté mon travail parce que je voudrais peut-être faire quelque chose différent. Voilà.
Donc, pour le moment, je ne travaille pas. J'ai gardé mes quelques cours de français et je prends mon temps pour me préparer à une nouvelle étape. Ok, ok. Peut-être par rapport au licenciement, s'il y a des entreprises qui, oui, il y a des cas quand les entreprises réduisent la quantité des employés. Mais je dois dire qu'il n'y a pas de problème pour trouver le travail. Il y a vraiment beaucoup de travail. Beaucoup d'Ukrainiens jeunes qui qui parlent bien anglais, français, allemand, etc. Et qui ont perdu leur travail suite à la guerre, ont trouvé beaucoup d'activités dans des entreprises en disant sociétés internationales type l'UNICEF, ONU, Croix-Rouge, etc. Donc, ils ont vraiment trouvé beaucoup de travail là-bas. Tant mieux, tant mieux. Et si tu travailles pas, tu as vraiment beaucoup de possibilités d'être occupé. Peut-être pas gagner beaucoup d'argent, mais occupé. Il y a souvent des choses bénévoles à faire, beaucoup. Jean-François, on t'entend pas. Il faut trouver le petit bouton. Oui, Lionel, quand il y a été la dernière fois, c'est ce qu'il m'a dit. La vie en Ukraine est pareille. À part les checkpoints qui l'ont beaucoup... Ça fait drôle, quoi. Ouais. Il me dit, on rentre dans un pays en guerre, c'est très émouvant, très dur. Mais bon, tout le monde va bien et c'est le principal et continuent à vivre, heureusement. Et on le souhaite pour On a eux. vraiment cette impression, c'est vrai. Ouais. Il faut dire qu'on voit souvent, c'est surtout l'état d'âme qui est différent. C'est surtout la valeur de la vie, elle est devenue tout à fait différente. Ah oui, ça, j'en doute Donc, pas. je vois beaucoup de personnes qui trouvent qu'il faut le faire aujourd'hui ou jamais. Bon, il faut partir quelque part ou jamais. Il faut acheter quelque chose ou voilà, peut-être demain ça va. Voilà, tu m'entends, oui. Tu m'entends, Ania? Oui, je vous entends, Jean-François. Bonsoir, j'arrive un petit peu en retard. Tu parlais du travail, mais le hryvnia a beaucoup baissé. Oui. Donc, les salaires ont pas bougé, par contre. Oui et non. Ça dépend où tu travailles. Il y a beaucoup d'entreprises internationales. Et si tu travailles pour une entreprise internationale, d'habitude, le revenu est compté en euros ou dollars. Donc, là, tu vois, c'est même plus intéressant. Mais bon, les prix ont beaucoup augmenté. Ça, c'est sûr. L'essence a beaucoup augmenté. Et dès que l'essence augmente, c'est le pain qui augmente, c'est le riz, c'est les graines de sarrasin, tout a augmenté. La vie est devenue beaucoup plus chère, c'est vrai. Et moi, quand je suis rentrée de France, j'avais quelques hryvnias dans mon porte-monnaie que j'avais laissé en Ukraine. Et j'avais pensé, je vais aller prendre un café avec quelqu'un, je vais manger un part de gâteau et j'ai à peine payé mon café. Donc, cela a doublé. Ah oui, doublé. Quand même. Oui. C'est pas facile pour des personnes qui travaillent dans les entreprises d'État payées par l'État, c'est sûr. Oui. Ostap a fait sa rentrée d'école? Ostap a fait sa rentrée à l'école. Il y avait juste une alerte pendant les journées d'école, ce qui me rejoint beaucoup, parce que c'est pas très souvent et c'est bien. De l'autre côté, il est entouré des petits enfants qui connaissent déjà.
très bien quoi faire, oui, s'il y a alerte. Et lui, il juste suit les autres. Ben oui, Et donc, ça se passe assez bien. c'est le principal. Avant On de vivre t'entend en pas, Jean-François, pardon. Non, Jean-François, on t'entend pas. Désolé. Tu m'entends là? Là, oui. Donc les 13 qui sont chez nous, parce qu'il y en a une qui est repartie, qui était malade, elles étaient 14 au départ, elles vont ramasser des pommes, elles vont gagner 1400 euros ou 1500 euros. Oui. Ah, ça marche pas, une mauvaise connexion. Sainte-Christine, ça passe pas là-bas. Ah, voilà. Ça Mais marche c'est pas. sûr que ces cueilleuses de pommes ramènent de l'argent et tant mieux pour elles. Si ça peut Oui, les c'est très bien. aider, C'est la possibilité de gagner de voilà, l'argent et puis gagner pour quelques mois même. Oui, voilà. Et c'est sûr que le salaire en Ukraine est complètement différent du nôtre. C'est pas du tout la même vie, ça on le conçoit, hein. Mais ce qu'elles vont gagner, au moins, ça va les épauler, ça va aider leur famille. bien sûr, bien Puis sûr. nous, on fait tout ce qu'on peut pour aider l'Ukraine. Tu penses bien? Tout le temps. Oui. Il y a Irena qui veut dire quelque chose. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste dire mon opinion parce que j'ai passé 3 semaines en vacances en Ukraine. Donc c'est un an de décalage. J'ai déjà vu l'Ukraine en guerre et j'ai passé 3 semaines. Et j'ai trouvé l'atmosphère elle est un peu pesante malgré ce que tu dis. Je pense que les boutiques ils sont presque vides, dans le sens pas vides par le marchandise, mais vides des gens, surtout tout ce qui est habits, tout ce qui est superflu. Il y a beaucoup de magasins avec les produits alimentaires. Et là, les gens, ils achètent un peu, ils grignotent un peu, mais je trouve qu'il y a une ambiance un peu morose quand même. Effectivement, les gens travaillent, mais les gens rient. Mais c'est pas la même rire. C'est un peu, il y a quelque chose derrière qui est présent. Effectivement, il y a ces sirènes qui te réveillent la nuit. Tu réagis, tu ne réagis pas. Mais nous, on est quand même assez protégés. On est à l'ouest, mais l'Ukraine de l'est, elle souffre beaucoup, beaucoup, énormément. On a de destruction massive, ça on pourrait voir à la télé. On a des vies perdues presque tous les jours. Moi j'ai passé à côté de la cimetière où il y en avait quelques tombes et là ça fleurit. On a des gens qui laissent leur vie à la guerre tous les jours. Donc il y en a des églises qui ferment, il y en a des enterrements, il y en a des militaires en fauteuil roulant. Il y a des militaires avec les cannes, il y a des militaires dans les hôpitaux. Donc je pense que tout ça, c'est un peu le prix que paye l'Ukraine il est énorme. Donc je pense que nous, les Ukrainiens qui sont en France, on continue à soutenir l'Ukraine dans tous les moyens possibles. Les Ukrainiens en Ukraine, ils continuent, quoi qu'il se passe, avec 5 hryvnia, 10 hryvnia, 20 hryvnia, plus, on continue de soutenir les militaires. C'est notre devoir de soutenir l'Ukraine, je pense. Et effectivement, il y a une crainte toujours par rapport à tout l'état de politique actuel dans le monde qui est assez présent aussi, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui se passe en Slovaquie, avec ce qui se passe en Chine, etc. Donc c'est aussi une atmosphère assez présente. Donc on ne peut pas vivre comme avant, on réfléchit beaucoup plus, on sort moins quand même.
On est un peu inquiet. Donc tout ça, c'est pesanteur. Et j'ai ressenti en Ukraine. J'ai l'impression que même les enfants, on avait une entrée de classe le 1er septembre. Et c'était pas comme avant, je trouvais que c'est plus triste. Est-ce que c'est moi qui étais plus triste ou c'est les gens à côté? Je ne sais pas, mais c'est un peu mon sentiment. Et malgré tout ça, il y a une espérance, on croit qu'on va gagner, coûte que coûte. Nous, on n'a pas de choix. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, Irina. C'est vrai. J'ai gardé cette information pour les questions. Justement, ce qui est sûr et certain, on ne vit pas comme avant parce que on ressent toujours cette émotion de tristesse, de deuil et de mal parce que il y a des dizaines et vingtaines de personnes qui meurent tous les jours. Les frappes sont cruelles comme avant. Des villes et villages sont rasés. Maintenant, c'est la région de Kherson qui est presque détruite parce que, comme on dit en ukrainien, ils couvrent cette région par les tirs et le feu. Et c'est abominable ce que fait cette armée des Russes. Malgré tout, ce que je voulais dire et ce que je voulais peut-être préciser, c'est que les Ukrainiens, malgré tout, ne perdent pas l'espoir parce que pour nous, c'est la question de vivre ou ne pas vivre du tout, avoir ou ne plus avoir notre pays. Et c'est vrai, moi je dois dire que les magasins sont pleins de tout ce qui est produits, aliments, vêtements, chaussures, mais c'est sûr qu'il y a peut-être moins de personnes et les gens achètent que le nécessaire. Et c'est vrai qu'il y a cette catégorie de population, c'est surtout les personnes âgées, des retraités, les personnes qui ont perdu leur travail, qui ne peuvent pas trouver un nouveau poste. Eux, ils sont le moins protégés, bien sûr, qu'on voit cela. On voit cela. C'est la guerre, je trouve que c'est un peu évident. Pour la rentrée, Irina, je dois dire que moi, j'étais très contente. Mon enfant aussi, donc c'est peut-être juste, ça dépend de ce que tu ressens dedans. Et moi, j'étais super fière parce que j'ai vu au moins 150 enfants, il y a dans notre école, 150 enfants habillés en chemise brodée, chantant l'hymne national, avec une fierté contagieuse, franchement. Et j'ai vu ces petits qui disaient Slava Ukraini, Heroem Slava, et c'était vraiment très encourageant. Bien sûr, ça faisait des frissons partout parce que ces petits étaient quand même très fiers. Je vais juste dire un mot, j'ai l'impression qu'il y en a moins d'enfants dans la ville. Est-ce que c'est l'impression ou est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que tu penses? Je peux juste juger de ce que je vois. Là où j'habite, il y a un terrain de jeu, il y a toujours beaucoup d'enfants, petits, nouveau-nés. Je pense qu'il y a un équilibre. Il y a beaucoup d'enfants qui sont partis de l'Ukraine en général, mais il y en a beaucoup qui sont venus de l'Est, qui sont déplacés. Donc moi, je vois pas trop la différence si je vais dans le parc ou le terrain de jeu ou par exemple à l'école. Dans la classe d'Ostap, il y a 30 enfants quand même. Donc les classes sont bien pleines. Je dirais pas, mais je connais pas la statistique, franchement. Merci. Merci. Par rapport à la situation géopolitique, ça nous inquiète énormément. On en discute, on discute vraiment souvent. Je dirais, on cherche pourquoi, on cherche les sens cachés. Peut-être c'est fait parce que, ou c'est suite à, ou c'est à cause de. On essaye vraiment
de trouver la raison pour tout ce qui se passe sur la scène géopolitique parce que ce n'est pas gai du tout. Donc, ça nous inquiète beaucoup, vraiment. Et l'Ukraine, je pense que j'avais oublié de le dire, que l'Ukraine se prépare maintenant pour l'automne et l'hiver. Et je vois aussi que les gens achètent beaucoup piles, des batteries externes, bougies, couvertures, groupes électrogènes. Donc, je vois que cela reprend le rythme de l'année dernière parce que on préfère être préparé que de ne pas être préparé. Voilà. Et je vois que ce week-end, on est allé dans une grande surface et un centre commercial et j'ai vu que les gens achetaient beaucoup de choses pour cet automne et cet hiver. Donc, ça va pas être facile. Donc, je vais vous poser une question, si vous n'êtes pas courageux. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on parle toujours de l'Ukraine à la télé, dans les médias, à la presse en France? Non. Pas beaucoup? Non, non, pas beaucoup. On a une chaîne LCI qui parle très très régulièrement de l'Ukraine, presque 24 heures sur 24, mais c'est tout. D'accord. Et les chaînes comme BFM ou TF1, non? Un peu quand même dans les... Non, quasiment plus, sauf s'il y a un événement exceptionnel, mais sinon, non, non, c'est plus une habitude. D'accord. Ça me rappelle un peu la guerre en Syrie ou toutes les guerres que j'ai connues. Ouais. C'est triste parce que je comprends que ça peut pas durer trop longtemps, mais c'est quand même une guerre génocidaire qui se passe au milieu de l'Europe. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais dire qu'on ne parle pas peut-être dans les médias, mais dès qu'on discute avec les gens, moi j'ai mon accent, donc forcément à un moment donné, la question se pose, d'où venez-vous? Et donc, je dis que je viens de pays qu'on parle plus maintenant. Et donc les gens épousent régulièrement l'Ukraine, on discute, et les gens compatissent. Je pense que cette guerre, elle n'est pas dans les médias, mais elle reste quand même présente dans l'esprit des gens. Donc, de temps en temps, forcément, il y a des liens. Ces informations ne parlent pas par rapport à l'Ukraine, mais il y a toujours un événement et il y a quelque chose qui s'est passé en Ukraine. Il y a des petites plans d'œil qui se passent un tout petit peu. Mais moi, je suis beaucoup plus attentionnée que les autres par rapport au sujet de l'Ukraine. C'est pareil, c'est peut-être pas visible pour les tous. On n'oublie pas, je pense qu'on n'oublie pas, mais les médias ils parlent de moins en moins et c'est un peu normal. C'est un peu normal. Ce que tu dis, Rina, c'est vraiment très important parce que qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, j'ai vraiment ce droit de vous demander quelque chose. Je suis en Ukraine, de l'autre côté de la frontière et c'est vraiment très important de ne pas oublier. Donc, il faut vraiment parler de l'Ukraine. Si c'est un sujet qui vous touche, si c'est un sujet qui vous concerne, je vous demande vraiment, je vous en prie même, de mettre un petit ruban bleu et jaune ou de parler un peu plus de l'Ukraine avec les gens, juste pour que personne ne l'oublie. De mon côté, j'essaye de mettre des posts sur Facebook et je sais que j'ai plusieurs amis en France francophone dans le monde entier et que ça rappelle un peu. Mais même moi, je vois que il y a de moins en moins de likes si je mets un post sur l'Ukraine et je pense que le monde, peut-être pas fatigué, mais ça, c'est un thème, un sujet
Ah, bon, qui n'est plus peut-être très intéressant, mais bon, pour nous, c'est la question de notre survie, de notre futur, de notre maison, qui s'appelle l'Ukraine. Donc, si vous avez une occasion, la moindre occasion, franchement, parlez de l'Ukraine ou mettez quelque chose qui montrera que vous soutenez l'Ukraine dans cette guerre. Oui, tous les jours. Oui, je sais. Fred, il a des baskets bleues et jaunes. Moi, je pense que c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est vraiment un moment quand les gens voient. C'est vrai. Et merci beaucoup. C'est vraiment très important. D'accord. Très bien. Je pense qu'on a même, j'étais inquiète pour 1 heure, mais je suis très contente que vous êtes toujours intéressés à ce sujet. Et je pense que le mois prochain, ou peut-être à la fin de ce mois, je vais vous inviter encore une fois à faire cette discussion questions-réponses. Je pense que ça va être aussi intéressant. Si vous voulez préparer des questions qui vous intéressent ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le plan historique, politique, économique, on va pouvoir les discuter ensemble et trouver une réponse pour vous. Je vous remercie beaucoup et j'espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup d'être là, d'être venu. Et puis, je vous souhaite que de bonnes choses. Profitez de ce bel automne, de ces couleurs. Et vous savez, j'avais pensé, et je pense que c'est très vrai, que l'automne, c'est un printemps très mûr, très joli et très mûr. Donc, profitez de cette beauté de la nature. Merci Anna. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. À la prochaine, j'espère. Merci Anna. D'accord. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.